Heureux de vous voir chez nous, venir de loin rien que pour nous. Trouver du temps pour nous malgré vos occupations nous honore beaucoup. Votre présence nous ravit, votre visite nous motive à montrer le meilleur de nous pour vous chez nous. Soyez les bienvenus. Les bienvenus. Les bienvenus. Les bienvenus. Les bienvenus. Tout propre et tout beau, ensemble, costume nouveau. Pour faire bonne impression, récitation, danse et chansons menus. Nous vous accueillons. Nous éclairer de manière à pouvoir saisir la portée du message que nous apporte notre invité du jour. Faites que cette journée et cette séance puissent se passer dans le calme et que nous puissions en bénéficier de quelque chose. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, nous invitons... Quand j'étais sur le banc de l'école, franchement, je ne savais pas à quoi ça me servait d'aller à l'école. J'étudiais parce que tout le monde y allait, tout le monde allait à l'école. Je n'avais pas le sens d'orientation et je ne savais pas exactement à quoi les études pouvaient mener. Dieu merci, j'étais dans une école catholique comme vous. C'est une école catholique, n'est-ce pas? J'étais dans une école catholique comme vous, appelée le Collège Saint-Georges en Ganajika. On avait des missionnaires, des sœurs, des frères et aussi des pères catholiques qui nous encadraient et qui nous enseignaient. C'est plusieurs années plus tard que j'ai réalisé la valeur de l'enseignement auquel j'étais soumis. Parce que quand j'ai terminé l'école secondaire, j'avais la chance d'avoir l'un des meilleurs pourcentages de la République en obtenant le diplôme d'État. Je suis venu avec mon diplôme d'État à Kinshasa, encore une fois ne sachant pas où j'allais finir. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains officiels congolais à l'époque. C'était le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, professeur Ngelo Mpenge Osako, qui, au premier abord, il ne me connaissait pas. On me l'a présenté, il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai répondu que je venais de terminer l'école secondaire et je lui ai montré le journal. À l'époque, il y avait deux journaux principaux, Elima et Salongo, qui publiaient les résultats des examens d'État. Je lui ai montré mon journal, il a vu que j'avais un très bon pourcentage. Il m'a dit, vous méritez d'avoir une bourse du Conseil exécutif national. À l'époque, le Conseil exécutif national voulait dire gouvernement congolais. J'ai dû obtenir donc la bourse. On m'a permis donc d'aller étudier à l'étranger. Je suis allé d'abord à l'université de Liège par solidarité avec le ministre qui venait de me donner la bourse parce qu'il était lui-même un ancien de l'université de Liège. Je suis parti à Liège. De Liège, je suis allé à Grenoble. De Grenoble à Paris. De Paris à San Francisco aux États-Unis. De San Francisco, je suis revenu à Paris pour faire mon doctorat en sciences économiques à l'université de Paris 9 Dauphine. Je terminais mon doctorat avec la mention très honorable, félicitations du jury et surtout autorisation de publier. C'est la plus haute mention qu'on pouvait donner, qu'on peut délivrer à un étudiant dans une université française. Mon professeur, directeur donc de thèse, c'est lui qui avait présidé le comité d'ailleurs doctoral, Christian de Boissieu, m'avait dit, pendant que je défendais la thèse et quand on proclamait les résultats, il avait dit que je n'avais montré aucune émotion, je ne criais pas, j'ai entendu simplement que j'étais proclamé docteur en sciences économiques avec mention très honorable, félicitations du jury,
autorisation de publier. Quand je suis resté statique sur ma chaise, il m'a dit, mais monsieur, vous ne montrez aucune émotion. Est-ce que vous réalisez que la mention qu'on vient de vous décerner, c'est la plus haute qu'on puisse donner dans une université française à un étudiant? Je lui ai dit, oui, je sais. Et il m'a dit, mettez-vous debout, sautez de joie. Je me suis mis debout, j'ai sauté de joie. J'étais sincèrement content, heureux, que les études que j'ai menées depuis l'enfance pour arriver donc au doctorat aboutissaient à un résultat aussi spectaculaire. Mais depuis que j'ai terminé les études, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été recruté par une banque américaine à New York. On m'a recruté, on savait bien que je venais de la République démocratique du Congo, à l'époque le Zaïre. J'ai travaillé dans cette banque pendant quelques années. La deuxième banque est venue m'offrir plus d'argent que la première, en me disant, on a entendu que vous êtes suffisamment bon dans votre domaine, on voudrait que vous veniez travailler chez nous. Je suis allé dans la deuxième banque. Pendant quelques années, la troisième banque est venue me recruter encore en m'offrant plus d'argent encore que la deuxième. Et au bout de 10 ans, j'ai été recruté par la Banque mondiale, qui est une institution internationale basée à Washington, spécialisée dans le développement des différents pays. Et la Banque mondiale, c'est une banque qui appartient aux différents pays, dont la République démocratique du Congo. Ça fait 25 ans que je suis dans cette banque-là, et ça fait 25 ans exactement que je m'occupe du développement des différents pays. Je suis allé dans pratiquement 85 pays différents à travers le monde sur les 5 continents. Dans ces 85 pays différents, j'ai eu le privilège et l'honneur de travailler avec certains gouvernements très responsables qui s'occupaient du développement économique et social de leur pays. Et ces pays ont fait des progrès énormes. Vous savez certainement ce qu'on appelle des pays à revenus faibles par rapport aux pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire les pays très pauvres par rapport aux pays qui se débrouillent relativement bien. J'ai aidé certains pays à passer du groupe de revenus, du groupe des pays à revenus faibles pour devenir pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire que j'ai aidé certains pays à se développer. Et d'ailleurs, quand j'ai travaillé sur ces pays, j'ai eu l'occasion de naviguer sur le continent africain, particulièrement par exemple en Afrique de l'Ouest. Un des pays sur lequel j'ai travaillé et qui m'a donné beaucoup de satisfaction, c'est le pays le plus pauvre d'Afrique. Les îles du Cap-Vert, à la côte ouest du Sénégal. Quand j'ai commencé à travailler sur le Cap-Vert, le produit intérieur brut par habitant était de $170, $170 comme vous dites ici au Congo. 20 ans plus tard, ce pays a pu réaliser un produit intérieur brut par habitant de $4500. Ce que ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire que le pays est sorti du groupe des pays à revenus faibles, où se trouve la RDC actuellement, pour devenir pays à revenus intermédiaires. C'est-à-dire qu'il s'est développé, entre guillemets, parce qu'un développé a toujours un plus développé que lui. Le Cap-Vert n'est pas développé comme la France ou les États-Unis, mais le Cap-Vert, en tenant compte du produit intérieur brut par habitant, est plus avancé que la République démocratique du Congo, parce qu'en RDC, nous avons un produit intérieur brut de $394. Le Cap-Vert, sans ressources naturelles, un petit pays de rien du tout, qui a un niveau de vie plus élevé que celui donc des Congolais, il faut se poser la question, qu'est-ce qui ne marche pas avec nous? Parce que nous avons toutes les ressources pour pouvoir nous développer. Et quelles sont les ressources dont dispose la République démocratique du Congo? La RDC a un répertoire de matières premières, precious metals en français comme vous dites, des métaux précieux. Donc un répertoire de 1100 minéraux, métaux précieux différents. 1100. Nous utilisons à peine une trentaine. Et ces 1100 minéraux ont une valeur estimée à 38 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que nous avons suffisamment pour nous développer et devenir même l'un des pays les plus riches du monde. Mais malgré ça, nous sommes les plus pauvres de la planète. Moi, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne marche pas avec nous? C'est la raison d'être du livre, le dernier livre auquel le professeur Yolo
a fait allusion tout à l'heure, la force du changement, comment bâtir un pays plus beau qu'avant, un pays plus stable, plus prospère et plus équitable qu'avant. En me posant cette question, j'y ai répondu en me disant qu'il y a essentiellement 3 ou 4 choses qu'un pays doit pouvoir avoir s'il veut se développer sérieusement. Ces choses sont lesquelles? 1, il faut un bon leadership politique au sommet le plus élevé de l'État. 2, nous avons besoin d'avoir un bon système de gouvernance. Gouvernance, c'est-à-dire que quand il y a des ressources naturelles et qu'on les exploite, il faut que tout l'argent qui provient de l'exploitation de ces ressources naturelles entre dans les caisses de l'État pour qu'on puisse l'utiliser pour financer le développement, entre autres, payer les enseignants, donner les bourses d'études aux étudiants, construire des écoles de qualité. Voilà ce que nous devons faire en ayant un bon système de gouvernance en place. 3, les leaders politiques dont je vous ai parlé doivent avoir une bonne vision de développement de leur pays. Si on n'a pas de vision, on navigue à vue. On ne sait pas ce qu'on fait. Donc, quand vous faites la sommation de ces choses-là, vous trouverez qu'un pays comme le Cap-Vert ou le Sénégal ou le Botswana ou l'Afrique du Sud, il se développe beaucoup plus rapidement qu'un pays comme la RDC où on estime que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État, mais plutôt dans des poches des individus. Et quand l'argent public entre dans les poches des individus, qu'est-ce qui arrive? Le pays reste sans budget national conséquent pour financer des projets de développement. Nous devons changer cet état de choses. C'est pour cela que, personnellement, ayant été le produit de l'enseignement gratuit qui était sponsorisé par l'État congolais à l'époque, moi ayant bénéficié de la bourse d'études pour faire toutes mes études universitaires, je voudrais contribuer au développement de mon pays aujourd'hui en revenant au niveau le plus élevé de l'État pour que, d'une part, je puisse investir massivement dans l'éducation parce que je sais que l'éducation, c'est la base même du développement économique et social d'un pays. Et comment nous allons investir dans l'éducation? Nous allons réhabiliter toutes les écoles publiques pour que les écoles publiques aient le minimum qu'il faut, aux mêmes standards internationaux que les écoles en Occident ou bien aux États-Unis. Qu'on ait des bancs, qu'on ait des bibliothèques, qu'on ait l'accès à l'Internet, qu'on ait des livres, que les étudiants puissent avoir dans l'école comme celle-ci, qu'on puisse avoir une cafétéria, qu'on puisse à midi, quand on sort, on ne soit pas forcé de pouvoir rentrer à la maison, qu'on puisse manger donc à l'école et passer son temps à étudier. C'est ça votre travail. Votre travail, c'est d'étudier. Pour que vous puissiez étudier, on doit vous mettre dans de bonnes conditions. Mais pour que vous soyez dans de bonnes conditions, on doit bien traiter vos enseignants. Les enseignants, les directeurs doivent être payés correctement. Et ils doivent être payés régulièrement. Je sais combien nos enseignants qui se sacrifient jour et nuit pour nous, je sais combien ils sont payés. Et je sais qu'ils ne sont même pas en mesure de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Si je suis président de la République, je vais introduire un système minimum garanti. Ça veut dire quoi? Toute personne qui travaille dans l'enseignement, qui travaille comme médecin, qui travaille comme infirmier, qui travaille comme fonctionnaire de l'État, devra à la fin de chaque mois être payé un salaire qui lui permette donc de vivre correctement, de subvenir à ses besoins, de supporter sa famille, de payer les frais scolaires de ses enfants, de payer pour les soins médicaux et de vivre à l'aise. Ce n'est que de cette façon-là que nous allons avoir des ressources humaines de qualité permettant au pays de pouvoir se développer correctement. Est-ce que vous me suivez? Deuxième aspect important de ce que nous allons faire pour le système éducatif, je voudrais que l'enseignement primaire et secondaire pour les enfants de 6 à 17 ans soit obligatoire et gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on ne doit pas trouver sur le territoire congolais un seul enfant congolais qui ne va pas à l'école parce que son père est pauvre. Chaque enfant congolais a droit à l'éducation. Parce qu'après avoir eu l'éducation, il est capable de pouvoir s'insérer dans la société. Si on n'a pas d'éducation, vous savez quoi? On devient comme ce que je vois sur la rue tous les jours et ça me fait couler les larmes. Des enfants sur le boulevard du 30 juin qu'on appelle des chégués.
Ces enfants n'ont rien fait pour mériter ce sort-là. Nous devons changer fondamentalement notre société pour que chaque enfant congolais puisse avoir l'opportunité d'étudier. Et pour cela, l'enseignement primaire et secondaire jusqu'à l'âge de 17-18 ans, jusqu'à ce qu'on termine l'école secondaire, cet enseignement sera gratuit si je suis président de la République. Maintenant, une fois qu'on a terminé l'école secondaire, la vie ne s'arrête pas à l'école secondaire. Il faut viser très haut. Il faut viser comme moi. J'ai visé d'aller jusqu'au doctorat et j'ai terminé toutes les études. Il n'y a plus rien qui reste, bien que je continue à prendre des cours par-ci, par-là pour me maintenir donc à niveau. Je considère maintenant que lorsqu'on termine l'école secondaire, on a droit aux études universitaires. Moi, j'ai bénéficié de ce système-là, où le gouvernement congolais donnait la bourse d'études aux étudiants quand ils terminent le secondaire. À l'époque, d'ailleurs, c'était automatique. Tous les étudiants qui entrent à l'université avaient droit à une bourse d'études. Même si ce n'est pas des grosses sommes qui permettent donc d'aller vivre de façon extraordinaire. Mais au moins, ça permettait de couvrir les frais scolaires, d'acheter des livres, de manger, de se loger et de vivre correctement. Lorsque j'ai l'occasion de pouvoir être dans des fonctions officielles ici, je m'engage devant vous, et vous êtes la première école à laquelle je m'adresse, à donner la bourse d'études à tous les enfants congolais. Pour que quand ils terminent les études secondaires, ils puissent aller à l'université, et il y aura des universités privées et des universités publiques. Les enfants des familles riches dont les parents peuvent payer, on peut les envoyer dans les écoles privées et les parents peuvent payer pour eux. Mais les enfants qui ne peuvent pas se supporter, dont les familles ne peuvent pas payer pour les frais scolaires, je considère qu'ils pourront aller dans des universités publiques, mais des universités publiques de qualité. Parce que ce que j'ai vu du campus de Kinshasa, ou de certaines universités donc sur le territoire national, est déplorable. J'ai vu une classe où il y a plus de 1000 étudiants avec un seul professeur. Ce n'est pas possible d'étudier dans ces conditions-là. J'ai vu ces classes-là où il fait extrêmement chaud, où il n'y a pas de climatisation. Ce n'est pas possible d'étudier dans ces conditions-là. J'ai vu ces universités où les bibliothèques n'existent que de nom. Quand vous allez dans la bibliothèque, il n'y a pas un seul livre de qualité ou un livre plus récent, sauf les livres qui datent peut-être donc du XVIIe siècle. Nous allons changer tout ça. Je voudrais que sur le campus universitaire, les étudiants vivent correctement, avec leur bourse, et si les parents peuvent contribuer, on va trouver donc un système où les universités bénéficient donc des dons, des contributions des parents, des trucs de ce genre. Mais la responsabilité première des financements des universités publiques devra être mise sur les bras de l'État. Au-delà de l'enseignement, parce que je voudrais que vous ayez aussi une idée de ce qu'on voudrait faire en dehors de l'enseignement, je voudrais qu'on puisse mettre aussi un accent sur le secteur de la santé. Parce que le développement d'un pays, comme je vous ai dit, nécessite des ressources humaines de qualité. Mais les ressources humaines de qualité, on les obtient comment? On les obtient en formant les enfants, en les éduquant. C'est ce que nous sommes en train de faire avec vous maintenant. Mais lorsqu'un enfant tombe malade, ou n'importe qui dans le pays tombe malade, il faut qu'il ait accès aux soins de santé de qualité. Je suis moi fatigué de constater que les autorités congolaises, quand elles tombent malades, et prennent l'avion, ils vont se faire soigner en Afrique du Sud, en Belgique, en France, aux États-Unis. Mais 99% de la population congolaise n'a pas accès à ces facilités-là. Ça veut dire que eux, ils gèrent mal le pays et quand ils tombent malades, ils vont à l'étranger pour se faire soigner, avoir accès aux soins de qualité. Mais nous tous, 99% de la population, nous sommes bloqués au pays. On est incapables de pouvoir se faire soigner dans des hôpitaux de qualité parce que quand je visite donc des cliniques quinoises, ce que je vois, c'est un mouroir, ce n'est pas un hôpital. Nous allons changer ces conditions-là. Comment? En réhabilitant les infrastructures sanitaires de base, en construisant de nouveaux hôpitaux, en recrutant des médecins et des infirmiers en nombre suffisant et en les payant correctement pour que nous puissions retenir des médecins, des infirmiers donc de qualité afin qu'ils puissent se consacrer donc à la dispensation des soins de santé à toute la population de façon régulière.
Je suis indigné, moi, d'entendre qu'il y a des grèves au Congo dans le secteur médical. Et je suis indigné d'entendre qu'il y a seulement des grèves au Congo, mais quelqu'un qui est déjà à l'hôpital, on ne peut pas lui donner des soins de santé, on ne peut pas le soigner parce que le médecin est en grève. Ces choses-là, nous allons les réglementer, mais pour les réglementer et tenir les gens responsables, nous devons aussi donner la carotte. C'est-à-dire, ils seront payés correctement et tenus responsables. Et le jour qu'il y aura un médecin qui ira en grève, alors qu'il est payé régulièrement, là, il aura des problèmes avec l'État. Mais entre-temps, pour le moment, moi je comprends très bien les conditions dans lesquelles se trouvent ces médecins, se trouvent ces infirmiers, parce que les salaires que leur donnent ne leur permettent pas de vivre correctement. Nous allons changer cela. Comment? En introduisant ce système de salaire minimum garanti qui va garantir à tout Congolais qui travaille sur l'étendue du territoire national à vivre correctement, à pouvoir utiliser son salaire pour supporter sa famille, élever ses enfants, les envoyer donc à l'université, les envoyer donc à l'école, ainsi de suite. Il y a aussi un autre élément important qui touche à la qualité des ressources humaines, c'est l'autosuffisance alimentaire. Un être humain, on l'envoie à l'école, il étudie, on l'entretient lorsqu'il est malade, en le soignant dans des hôpitaux modernes, mais aussi il faut qu'il puisse manger correctement, vivre correctement, manger à sa faim. Nous avons un grand pays. Notre pays a 125 millions d'hectares de terres arables, bonnes pour l'agriculture. Et devinez quoi? Nous utilisons à peine 5% de cela. Et entre-temps, nous mourrons de faim dans un pays potentiellement donc riche. Ce que nous allons faire, c'est créer des conditions pour que le pays puisse se développer et que les milieux ruraux puissent être développés correctement pour que ceux qui se donnent à la culture, à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche, puissent trouver des revenus suffisants en faisant ces activités-là, mais qu'ils puissent produire pour que leur production soit utilisée pour la consommation publique, non seulement des Congolais, mais également nous pouvons exporter cette production vers d'autres pays africains, mais également, pourquoi pas donc dans le monde. De ce fait-là, nous allons créer donc des millions d'emplois dans les milieux ruraux où vivent pratiquement 60-70% de la population congolaise. Et je considère qu'un pays, pour qu'il se développe, il faut qu'il y ait un développement équilibré entre les villes et les campagnes. Monsieur le Président, vous avez dit que vous allez organiser une scolarité gratuite pour les enfants qu'on appelle des chégués, qui ont des parents mais qui n'ont pas la possibilité de faire étudier les enfants. Ma question est celle-ci. Maintenant, pour ces enfants chégués qui n'ont personne, ni parents, ni habitation, mais qui ont l'âge d'aller à l'école, qu'est-ce que vous préparez réellement pour eux? Une famille d'accueil ou soit parce que les autres, lorsqu'on leur met à l'orphelinat, ils ont l'habitude de fuir, genre là-bas, ils ne mangent pas bien. Mais non, réellement, en cas de... pour la scolarité, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces enfants? Merci. D'abord, je voudrais clarifier, quand je parle donc de la scolarité gratuite, de l'enseignement obligatoire et gratuit, pour les enfants donc de 6 à 17 ou 18 ans, je ne fais pas allusion simplement aux enfants de la rue, j'ai fait allusion à tous les enfants congolais. C'est-à-dire que chaque enfant congolais, qu'il soit dans la rue ou qu'il soit dans sa famille, doit être en mesure d'étudier gratuitement dans les écoles publiques lorsqu'il a l'âge donc de 6 ans jusqu'à sortir de l'école secondaire. Pourquoi? Parce que je considère que quand on a étudié et qu'on a acquis au moins le niveau de l'école secondaire, on peut se débrouiller dans la vie comme vous dites ici. Alors maintenant, pour les enfants qui sont dans la rue, ces enfants n'ont rien fait pour mériter ce sort-là. Ils sont peut-être donc le produit des parents irresponsables. Ils sont peut-être donc le produit de la pauvreté des parents. Il y a des parents qui pleurent eux-mêmes de voir leurs enfants aller dans la rue, mais ils n'ont pas de moyens pour pouvoir donc les encadrer différemment. En tant qu'État, nous allons pouvoir récupérer tous ces enfants, ceux qui peuvent être dans leur famille. Il y aura des programmes d'assistance sociale aux familles, au lieu de laisser l'enfant aller dans la rue pour qu'il puisse commander et venir nourrir donc la famille. Si on aide la famille, l'enfant ne sera plus obligé d'aller donc dans la famille. C'est la première chose. La deuxième chose, les enfants qui n'ont pas de famille, il y aura des centres d'encadrement ou des centres d'hébergement, comme ce que vous appelez donc des orphelinats, mais les orphelinats devraient alors bénéficier de l'assistance de l'État pour qu'ils puissent avoir des moyens de pouvoir encadrer ces enfants, les habiller, les éduquer, et leur donner donc le minimum vital possible. Au-delà
de cela, je pense que les écoles publiques, parce qu'elles seront financées par l'État, parce que l'enseignement sera obligatoire et gratuit, une fois que l'enfant se trouve dans un centre d'accueil ou dans une famille d'accueil, en ce moment-là, l'enfant pourra aller à l'école. L'école est gratuite, donc il n'y a plus de raison que l'enfant ne puisse pas donc étudier. Donc il y aura une combinaison de techniques, d'une part des centres d'accueil, d'autre part des familles d'accueil. Il y a des familles congolaises qui aimeraient avoir 1 ou 2 enfants qu'ils peuvent donc encadrer, qu'ils peuvent aider, à condition que si elles-mêmes les familles n'ont pas donc des moyens, à condition qu'elles puissent obtenir une certaine assistance de la part de l'État ou de certaines fondations. Donc il y aura toute une combinaison donc de techniques pour que nous puissions vider les rues, remettre ces enfants dans les centres d'accueil ou dans des familles d'accueil et les envoyer à l'école en même temps. Et aussi il y a des enfants qui ont déjà atteint un certain âge qu'ils ne peuvent plus donc retourner pour faire donc l'école au niveau le plus élémentaire possible. Il y aura ce que j'appelle donc des écoles à vocation professionnelle. On peut récupérer ces enfants, les mettre dans une école, ils peuvent par exemple apprendre le métier, à faire la menuiserie, fabriquer donc des bureaux, des bancs des écoles, des trucs de ce genre, moyennant une rémunération adéquate. Et comme je vous ai dit, il y aura un salaire minimum garanti pour que personne ne soit exploité dans ce pays. Quelqu'un qui travaille doit avoir un salaire qui lui permet de vivre normalement. Moi, j'ai eu l'expérience de m'arrêter sur le boulevard du 30 juin, de m'adresser à certains de ces enfants. Je leur ai demandé mais pourquoi vous demandez de l'argent. Ils m'ont dit, papa, parce que si on ne peut pas demander, on n'a pas de moyens pour manger. À la fin de la journée, si je peux avoir 1000, 2000, 3000 francs, je peux acheter donc quelque chose donc à manger. Je leur ai demandé, est-ce que vous êtes disposés à retourner à l'école si moi je paye pour vous, pour que vous puissiez donc aller à l'école et je vous donne un endroit où vous puissiez vivre. Tous, ils ont dit, oui papa. Donc ces enfants sont dans la rue, pas parce qu'ils le veulent. Ils n'ont pas choisi d'être donc des Koulouna. Ils se sont retrouvés dans une situation donc d'impossibilité de vie qui les mène donc à cette situation-là. Donc nous allons changer tout ça en créant donc un environnement où chacun de nous est traité avec dignité. Bonjour Monsieur le Président. Et pendant des bons mots d'accueil et à témoignage de la Sainte-Jeanne scientifique. En vous écoutant parlant, vous avez beaucoup parlé sur les enfants de la rue, pour les fonctionnaires, disons. Mais je ne vous ai pas entendu parler pour les filles mères. Parce qu'il y a d'autres filles mères qui n'ont pas voulu être filles mères. Ils se disent que parce que je suis fille mère, donc je n'ai plus rien à faire, donc je suis inutile dans la société. Que comptez-vous faire pour ces enfants-là, pour ces filles mères qui n'ont pas voulu être filles mères avant l'âge? Je sais que notre pays a une réputation qui n'est pas très bonne sur le plan international. On est présenté comme la capitale mondiale du viol. Ce n'est pas une réputation qu'un pays devrait avoir. Nous allons réglementer tout ça pour que quand ça arrive, les responsables soient punis avec la dernière énergie possible. Maintenant, une fois que la fille se retrouve dans cette situation-là, cela ne veut pas dire qu'elle ne vaut plus rien dans la société. Ce que nous devons faire, c'est trouver donc des mécanismes pour qu'elle puisse être réinsérée dans la société si elle n'a pas terminé les études, qu'on puisse l'aider à pouvoir terminer les études. Et si elle n'a pas, elle ne veut plus donc continuer à étudier, il faudrait qu'on crée donc un environnement où elle peut au moins avoir accès à l'éducation professionnelle. Une éducation à vocation professionnelle, ça veut dire donc apprendre un métier pour qu'elle puisse être en mesure non seulement de subvenir donc à ses propres besoins, mais aussi d'encadrer et de subvenir aux besoins donc de l'enfant qu'elle porte déjà. Donc c'est un domaine qui sera très important pour nous et j'estime que nous allons travailler ensemble avec les écoles, avec les églises, avec certaines fondations pour que nous puissions donc créer des bases pour l'encadrement de toutes ces filles mères-là. Mais encore une fois, je voudrais vous dire, ne vous découragez pas parce que telle fille a pu avoir donc un enfant dans des conditions peut-être qu'elle ne souhaitait pas. Ce qu'il nous faut faire, c'est pouvoir l'encadrer pour qu'elle puisse se réinsérer donc dans la société et pouvoir continuer donc ses études. Vous avez parlé de l'opportunité d'améliorer les conditions de l'enseignement en RDC en général. Que dites-vous pour les élèves du lycée Notre-Dame de la Providence particulièrement? Monsieur le Président, je m'appelle Moukua, l'élève de la 6e année pédagogique. Vous avez parlé d'aider les enfants avec le centre d'éducation tout consort
des organismes. Aujourd'hui, nous voyons des organismes, des organisations internationales pour l'éducation des enfants. Nous avons l'UNICEF, l'ONU, nous avons des ONG. Mais aujourd'hui, ces mêmes ONG font de trafic d'enfants. Et l'enfant au centre de son éducation, il est vraiment en danger. Que pensez-vous par rapport à ça? Les ONG, ça veut dire organisations non gouvernementales. Et ces organisations non gouvernementales font aujourd'hui le travail que l'État était supposé faire, mais que l'État ne fait pas. Là où nous allons changer les choses, c'est commencer par restructurer l'État pour que l'État fonctionne mieux. Je vous donne l'exemple. Il n'est pas normal qu'on ait sur le territoire national des gens qu'on tue et qu'on enfonce dans des fosses communes. Où se trouve l'armée, où se trouve la police, où se trouvent les services de sécurité? Comment cela peut arriver sans que quelqu'un puisse se rendre compte sur ce territoire national? Il faut qu'on attende qu'un expert des Nations Unies vienne des États-Unis pour venir découvrir qu'on a enterré quelqu'un dans une fosse commune. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les ONG, justement, prennent avantage de cette absence d'État sur le territoire national. Ce que nous allons faire, c'est restructurer d'abord l'État pour qu'il fonctionne mieux. Et quand l'État fonctionne mieux, nous allons réglementer comme il se doit le domaine d'intervention des ONG et nous allons suivre de très près ce qu'elles font pour qu'il n'y ait pas d'abus sur les Congolais ou sur les enfants congolais. Voilà. Ici en RDC, il y a négligence des savants. Dans d'autres pays, les savants ont une grande importance, mais contrairement à notre pays, les savants sont négligés. Et que comptez-vous faire quand vous serez président pour nous qui sommes appelés à être des futurs savants de la République démocratique du Congo? Oui, vous voyez, quand je vous ai présenté brièvement la stratégie de développement, ma vision de développement de la RDC, j'ai mis l'accent sur 2 ou 3 aspects. C'est une stratégie grandiose, mais j'ai mis l'accent sur 2 ou 3 aspects, c'est-à-dire la formation des ressources humaines à travers l'éducation, mais aussi j'ai mis l'accent sur la construction des grands travaux d'infrastructure pour qu'on puisse construire donc des routes et des autoroutes qui relient tout le pays, qui relient toutes nos provinces pour que le Congo commence à fonctionner comme un seul pays plutôt que comme des petits morceaux des différents pays qui ne sont pas connectés les uns aux autres. Mais le troisième élément important de ma stratégie de développement pour la RDC, j'ai dit, je voudrais accélérer l'industrialisation de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la transformation des ressources naturelles congolaises en produits semi-finis et produits finis en République démocratique du Congo. Au lieu de transférer les emplois à l'extérieur, je voudrais qu'on puisse créer ces emplois ici en République démocratique du Congo. Pour réussir cette politique d'industrialisation, nous aurons besoin de faire des recherches scientifiques à un très haut niveau, c'est-à-dire avoir des savants congolais qui, par exemple, investissent donc leur temps à examiner, je prends l'exemple, le cobalt, à quoi il nous sert? On l'extrait, on l'envoie donc en Chine, on l'envoie donc en France, en Belgique et consorts. Et au Congo, qu'est-ce que nous pouvons faire avec le cobalt? Je voudrais que les savants congolais investissent dans la recherche scientifique pour nous dire que le cobalt congolais peut être transformé par exemple en les fils là électriques qu'on utilise pour l'électrification du pays. Mais pour le faire, ces savants devront bénéficier de l'assistance de l'État. Nous avons un ministère ici qu'on appelle le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. À quoi sert la recherche scientifique si on ne peut pas développer donc, le domaine donc, des savants, le domaine scientifique? J'ai visité 2 centres de recherche scientifique de très haut niveau qui m'ont inspiré dans la conception de ma vision pour l'industrialisation du pays. Un centre se trouve en Caroline du Nord. Ça se trouve donc à Raleigh, en Caroline du Nord, dans la ville de Raleigh, en Caroline du Nord. Ça s'appelle Research Triangle, donc le triangle de la recherche. Ce centre de recherche scientifique abrite des entreprises dans des domaines différents. Je reprends au nom de Mafolo, de la 6e Coupe et Couture. Et j'ai 2 questions, mais à l'une, vous avez pu répondre déjà. Et la deuxième, elle est que vous avez parlé de l'éducation, vous avez parlé des hôpitaux pour les élèves et tout. Mais pour qu'un élève vienne à l'école, il doit venir dans de bonnes conditions. Et nos routes, elles ne sont pas très bonnes. Même pas très bonnes, mais elles sont mauvaises. Nous venons à l'école dans de mauvaises conditions et nous étudions peut-être malgré nous et nous rentrons dans de mauvaises conditions. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour les conditions d'études des élèves pour qu'enfin, qu'un jour nous devenons à la tête et que nous faisions quelque chose dans ces pays. Et
j'aimerais aussi vous dire que lorsque vous deviendrez président, que vous puissiez tenir à vos promesses, à des promesses que vous nous aviez faites ici, et que vous ne soyez pas comme les autres qui nous ont promis certaines choses, et arrivés à la tête du gouvernement, ils ont tout bafoué, ils ont tout oublié, et ne sachant même pas qu'ils ont promis telle ou telle autre chose, et que vous puissiez tenir à vos promesses. Merci. Moi, c'est Ziruka de la 5e biochimie. Vous avez dit que la RDC a 85% de minéraux ici au Congo. Alors, ma question elle est celle-ci. Vous avez dit que la RDC n'exploite pas ces minéraux ici au Congo et les amène ailleurs. Et après, comme revenu, ils mettent dans leur poche. Si vous êtes élu comme président de la République démocratique du Congo, quelles mesures prendrez-vous pour cesser tout cela? Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Je réponds au nom des Kadjak, l'élève de la 6e PEDA. Vous avez parlé du développement de la RDC, mais avec quel budget pouvons-nous développer ces pays? Et Dieu merci que je suis préparé suffisamment pour répondre à chaque question. Si je n'étais pas préparé, je serais mort aujourd'hui. Il y a une question par laquelle je vais commencer. Les élèves, pour venir à l'école, doivent pouvoir emprunter les routes. Mais les routes ne sont pas de bonne qualité. Elles sont même très médiocres. Elles sont très mauvaises. Et je suis conscient de ça. Je vous ai dit que dans le cadre de ce programme, de ma vision de développement de la RDC, on envisage de pouvoir construire ce que j'appelle les infrastructures de base à haute intensité de main-d'œuvre. Et je voudrais vous montrer ici une idée de ce que nous voudrions faire pour construire ces infrastructures de base. Je ne sais pas si vous allez voir ou bien une de vous peut prendre et puis montrer aux autres. Là, on va relier tout le pays, mais également dans les centres urbains comme Kinshasa. Nous allons refaire le réseau routier, le transport en commun. Par exemple, nous comptons pouvoir installer non seulement les chemins de fer, mais dans les centres urbains comme Kinshasa, une ville de 12 à 15 millions d'habitants, nous sommes à mesure et nous envisageons donc d'installer ce que j'appelle le système des tramways. Je ne sais pas comment vous expliquer. Le tramway, c'est comme les trains, mais c'est des petits trains qui sont comme des bus, qui circulent donc pendant toute la journée et toute la nuit à travers la ville. Ça permettra donc le transport facilement de tout le monde et dans de bonnes conditions. Donc nous allons changer le système que nous avons aujourd'hui en faisant ce système de véritable modernisation de la République, en construisant donc ces routes et autoroutes modernes pour relier toutes les provinces, mais également dans les centres urbains, en désenclavant donc le système que nous avons aujourd'hui, en mettant en place un système de transport interurbain, utilisant donc les tramways, les bus modernes, mais roulant sur des routes et de rails modernes que nous allons donc construire. Il y a une question qui a été posée concernant où est-ce qu'on va trouver les ressources pour faire tout ça, le budget national. Vous savez que le budget de la République démocratique du Congo aujourd'hui est de 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars. Mais pour vous donner une idée de combien notre budget est modique, ne veut rien dire, je voudrais vous dire que l'Angola à côté a un budget de 66 milliards de dollars. L'Angola. Et l'Angola n'a que le diamant et le pétrole. Nous avons quoi? Je vous ai dit avant, 1100 minéraux et métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 38 000 milliards de dollars. Pourquoi l'Angola à côté, avec peu de ressources, peut avoir un grand budget et nous, avec trop de ressources, nous avons un petit budget? Le problème se trouve où? Dans le système de gouvernance. Je vous ai dit que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État. Ça va où? Dans des poches des privés. Nous allons boucher les trous. Partout où l'argent sort là, nous allons boucher les trous. Et quand on va attraper donc des corrompus, vous savez ce que nous allons faire d'eux? Ils seront jugés publiquement et une fois qu'ils sont jugés, les corrompus vont être donc envoyés là où ils doivent être, donc dans des prisons, donc à Makala et consorts. Et quand ils sortent de là,
ils ne pourront plus postuler pour des mandats publics, ils ne pourront plus occuper de fonctions de l'administration publique et ils ne pourront même plus soumissionner pour les marchés publics. Ce que ça veut dire, ils seront mis en quarantaine. Et quand on va faire ça avec un individu, 2 individus et 3 individus, tout le monde va réaliser que nous sommes sérieux dans la lutte contre la corruption. Et de ce point de vue-là, nous allons récupérer les 85% de revenus qui n'entrent pas dans la caisse de l'État. Ça va entrer dans la caisse de l'État. Nous allons augmenter le budget national de 8 milliards aujourd'hui à au moins 72 milliards de dollars, qui sera suffisant pour financer le développement donc, du pays. Il y avait la première question, j'ai oublié. La première question était laquelle? C'était sur l'éducation, les hôpitaux, les routes, peut-être de bonnes conditions. Vous avez déjà répondu à ça. Très bien. Il y avait une question sur votre visée sur le développement du pays. Et puis les minéraux, 85% des minéraux au Congo, la mesure pour traiter tout cela. Mais donc très clairement la mesure pour traiter donc, la question de corruption, c'est ce que je viens de vous dire. Donc nous allons industrialiser le pays et nous allons faire en sorte que tous les contrats miniers qui ont été signés avec des entreprises étrangères, nous allons remettre ces contrats sur la table. Parce que moi je voudrais m'assurer que dans chaque contrat, qu'on détermine qu'est-ce que le Congo gagne, qu'est-ce que le peuple congolais gagne. Si on a une entreprise étrangère qui exploite des ressources naturelles congolaises, mais nous ne voyons pas ce que le peuple congolais gagne, donc cette exploitation-là, nous allons y mettre fin. Ou bien il y aura renégociation du contrat pour que nous puissions retrouver donc, notre compte. Donc voilà les mesures que nous allons donc prendre dans ce domaine. J'ai 3 questions des enseignants. Okay. La première, à l'allure du président Kadhafi Kabila Papa, qui avait des visions pour élever leur pays, ils ont été achevés pour ne plus vivre et les initiatives sont éteintes. Que feriez-vous de plus pour que le développement se fasse avec nos richesses? Oui, il m'a été posé la question ici de savoir d'autres présidents, non seulement ici au Congo, mais également en Afrique, qui ont voulu faire du bien pour leur pays, comme je le prône aujourd'hui, ont été assassinés. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'assurer que nous ne connaissions pas donc cet accident de l'histoire et que nous puissions mener notre vision donc jusqu'au bout? C'est une question pertinente et qui m'est posée souvent. Vous savez, quand j'ai écrit cette vision de développement, je me suis dit que ça va toucher aux intérêts de certains partenaires. Avant que je vienne commencer à vous parler, vous les miens, vous les Congolaises, ce que j'avais fait, j'ai commencé à vendre d'abord l'idée de ce plan Marshall dans les pays occidentaux. J'ai fait la présentation de ce plan aux Belges en Belgique, aux Français en France, aux Américains, aux Canadiens et des Chinois, ainsi de suite. Et chaque fois que je présente cette vision, j'ai été même à Monaco, j'ai présenté cela. Si vous allez sur Internet, vous mettez Google, vous mettez Tchiani, T-S-H-I-A-N-I, et vous mettez CEMA, C-E-M-A. Vous allez voir une vidéo qui vient de la télévision monégasque, donc à Monaco. J'étais parti là-bas présenter ça aux entreprises du secteur privé qui font des affaires en Afrique. Alors, là où je pense que j'estime que je suis dans une situation différente par rapport aux autres chefs d'État qui prennent le nationalisme à outrance, mais qui ne peuvent pas justifier ce que chaque partenaire peut gagner. Moi, j'ai écrit cette vision de développement et j'ai montré aux Occidentaux, aux Américains, aux Asiatiques et consorts que la mise en œuvre de cette vision va nécessiter non seulement la mobilisation des Congolais, mais la mobilisation des Occidentaux, de l'expertise occidentale, et ça va créer des opportunités non pas simplement pour les Congolais, mais aussi pour les Occidentaux. Je vous donne l'exemple. Vous venez de voir le réseau des routes et des autoroutes modernes qu'on voudrait construire, n'est-ce pas? Mais pour construire donc ce réseau des routes-là, on aura besoin de quoi? On aura besoin des ingénieurs de qualité qui ont déjà construit donc des routes ailleurs. On aura besoin des ingénieurs de ponts et chaussées qui ont déjà construit des ponts modernes, pas des petits ponts là que nous voyons ici qui tombent quand il y a de l'eau. On aura besoin d'avoir des tracteurs, c'est-à-dire des équipements qui vont être utilisés pour faire les routes. Mais pour avoir toutes ces choses-là, nous n'avons pas ça en tant que pays en développement. Nous aurons besoin d'importer des équipements de Caterpillar, une entreprise américaine, ou d'autres entreprises, je mentionne Caterpillar juste pour des besoins de la cause.
Nous aurons besoin de pouvoir importer des ingénieurs qualifiés dans le domaine de construction des routes, des autoroutes, des chemins de fer, des métros rails dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ces ingénieurs-là, on les trouve où? On les trouve en Belgique, en France, au Canada, aux États-Unis. Nous allons acheter les locomotives pour faire marcher notre réseau des chemins de fer. Les locomotives, nous ne les fabriquons pas. Où est-ce qu'on va les acheter? On va les acheter au Canada, en France, ainsi de suite, en Allemagne, des pays qui fabriquent ces choses-là. On aura besoin donc de toute la technologie moderne, mais qui viendrait de l'extérieur. Par conséquent, l'extérieur a intérêt à voir quelqu'un comme moi diriger ce pays et créer des opportunités pour leurs entreprises, mais également pour aider le peuple congolais. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Si vous, le peuple congolais, vous me soutenez, il n'y a personne qui viendra me toucher, parce que ces gens-là, ils savent que je le fais, j'ai créé des opportunités pour les Congolais, mais aussi j'ai créé des opportunités pour eux. Ce qui nous a manqué dans le passé, c'est quoi? Nos dirigeants nous volent, et quand ils nous volent, ils disent qu'ils sont nationalistes, et ils sont nationalistes dans le mauvais sens. Moi, je suis nationaliste pour créer des opportunités pour vous, mais également pour créer des opportunités pour ceux de l'extérieur qui vont réaliser que le Congo s'est mis en marche sur la voie du développement économique et social durable. Merci. Votre présence nous ravit, votre visite nous motive. Montrez le meilleur de nous pour vous, chez nous, soyez les bienvenus. Les bienvenus. Les bienvenus. Les bienvenus. Les bienvenus. Tout propre et tout beau, ensemble, costume nouveau. Pour faire bonne impression, récitation, danse et chansons menus. Nous vous accueillons en amis, bras ouverts, sourires y compris. On sort les meilleurs de nous pour vous, chez nous, soyez chez vous, bienvenue.